Bonsoir et bienvenue dans le Grand Talk, l'émission qui n'a pas peur des mots. Grogne sociale, législative, municipale, réforme de la Constitution, alternance et émergence 2020, la classe politique a matière à débat. Si les événements de ces dernières semaines ont vite fait de ranger aux oubliettes la surprenante décision du gouvernement ivoirien d'instituer, début avril 2016, le poste de chef de file de l'opposition et de l'attribuer direct ou presque à Affi N'Guessan, arrivé deuxième à la dernière élection présidentielle, nombreux sont les Ivoiriens qui s'interrogent encore sur le contenu de cette inédite fonction dans l'histoire du pays. Affi N'Guessan, Pascal Affi N'Guessan, aurait-il pactisé avec le pouvoir? Comment Affi N'Guessan compte-t-il légitimer ce titre face à une opposition divisée? Quel bilan faire des années Affi depuis sa sortie de prison? Ces questions et bien d'autres comme celle de l'unité et de la réconciliation au sein du Front populaire ivoirien, le parti qu'il dirige, seront débattues dans cette émission. Monsieur Affi N'Guessan, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue dans le Grand Talk. Comment dois-je vous appeler, monsieur le chef de file de l'opposition ou monsieur le président? Quelle terminologie? Président du FPI. Président du FPI. Ancien Premier ministre. Ou ancien, pas chef de file de l'opposition. Oh, je n'ai pas encore reçu ce titre-là officiellement. Oui. Il y a eu une annonce du gouvernement. Mais nous attendons d'abord que la loi sur le statut de l'opposition soit adoptée et qu'une décision administrative soit notifiée à celui qui doit exercer cette responsabilité. On vous écoutera, on vous entendra forcément sur cette question de chef de file de l'opposition. Qu'est-ce que vous en pensez? Quel contenu vous lui donneriez? En face de vous, deux journalistes, monsieur Jean-Claude Coulibaly, journaliste au quotidien Le Patriote, proche du parti au pouvoir, le RDR ou le RHDP. Bonsoir, bienvenue dans le Grand Talk. Bonsoir, bonsoir Jean-Jacques. Et pour terminer, monsieur Assalé Tiemoko, vous êtes le directeur général du bi-hebdomadaire L'éléphant déchaîné. Alors nous allons commencer avec l'actualité, et l'actualité tout le monde le sait, c'est après le retour de Sam l'Africain de La Haye, le retour de Laurent Hakoun. Alors sur cette question, messieurs les journalistes, diversement appréciés dans la presse écrite, monsieur Assalé Tiemoko. La première question que je m'avais posée au président Affi N'Guessan, c'est de savoir pourquoi est-ce que, quand le nom de monsieur Sam, on dit Sam l'Africain, a été cité comme témoin à la CPI, vous avez pris une mesure pour le suspendre de l'AFD. Ensuite, il revient de la CPI, il est accueilli par votre parti comme une sorte de héros. Qu'est-ce qui explique ce comportement que vous avez eu au retour de Sam l'Africain? Je crois que c'est un comportement tout à fait logique. Dans la démarche d'un parti politique, Sam l'Africain a été initialement cité par le procureur de la CPI comme témoin à charge. À partir de ce moment-là, l'organisation, la coalition politique à laquelle il appartient avait le devoir de prendre position par rapport à cette initiative, par rapport à, je dirais, à cette prestation. Et la seule, c'est de le mettre en marche pour qu'il puisse aller témoigner tranquillement, sans amalgame, de manière à ce que ces interventions n'engagent nullement l'organisation politique à laquelle il appartient. S'il était parti sur la base de la défense... L'organisation a toutes fins utiles de rappeler que c'est l'Alliance des forces démocratiques. S'il était parti en tant que témoin de la défense, nous n'aurions jamais pris cette décision parce que nous sommes des partisans du président Laurent Gbagbo. Nous nous battons en vue de sa libération. Donc nous devons avoir une attitude cohérente et c'est pourquoi nous avons observé cette réserve vis-à-vis de l'initiative du procureur. Mais une fois que Sam est revenu, et que sa prestation n'a nullement, je dirais, compromis la situation du président Gbagbo, il était tout à fait logique que nous puissions reprendre le camarade au sein de l'organisation pour ensemble continuer la lutte. Oui, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire quand il revient, qu'il fait une conférence de presse où il dit que le seul FPI que Gbagbo reconnaît, c'est celui dirigé par Affi N'Guessan? Est-ce qu'il n'y a pas quelque part une sorte de manipulation de l'opinion par rapport à cette déclaration? Il aurait manipulation si c'était un mensonge. Mais je ne pense pas, jusqu'à preuve de contraire,
que cette révélation de Sam l'Africain ait été perçue comme un mensonge. Personne n'a démenti cette information. Et tout porte à croire, à corroborer l'information selon laquelle le président Laurent Gbagbo a eu une attitude qui n'encourage pas la fronde, qui ne vient pas soutenir la fronde, mais au contraire, qui se range du côté de la légalité que nous incarnons. De l'autre côté de la fronde, on ne voit pas les choses dans ce sens-là. C'est ça. On estime que si jusqu'ici, vous avez, malgré vos différentes démarches, vous n'avez pas pu voir le président Laurent Gbagbo, c'est parce que vous n'avez pas son assentiment, ni sa caution. C'est une interprétation, mais ce n'est pas la position du président Gbagbo. Actuellement, le président Gbagbo n'a aucune raison de cacher son opinion. S'il considère que la démarche actuelle du président du parti l'indispose, il a tout le loisir de le dire. Jusqu'à preuve de contraire, il n'a pas dit. Et la dernière visite de M. Akoun Laurent à M. Laurent Gbagbo vient confirmer cette thèse. Parce que M. Akoun, contrairement à l'habitude de nos camarades qui sont dans ce que nous appelons la fronde, n'a pas osé faire de déclaration. Alors que nous savons qu'il était parti pour rechercher un soutien politique à leur ligne. S'il ne l'a pas fait, ça veut dire qu'il n'a pas eu ce soutien. S'il n'a pas eu ce soutien, ça veut dire que le président Laurent Gbagbo n'est pas favorable à ce que les camarades poursuivent l'action dans laquelle ils sont engagés. Il y a une conférence qui est annoncée pour bientôt, en ce sens. Attendons de voir. Attendons de voir ce qui va sortir de cette conférence. Mais de toute façon, je peux déjà parier que vous ne serez pas plus avancé que moi par rapport à ce qui se passe à l'heure actuelle. Mais vous, pourquoi vous n'avez pas pu véritablement rencontrer le président Laurent Gbagbo? Parce que ça ne dépend pas de moi. Ça dépend de la CPI, ça dépend du président Laurent Gbagbo, ça dépend de son agenda. Comme je le dis chaque fois que j'ai l'occasion de le faire. Est-ce que ce n'est pas parce qu'il n'a pas envie de vous voir? Peut-être qu'il n'a pas trouvé le moment indiqué pour le faire. Il a rencontré beaucoup de gens, même des personnalités du PDCI. Et à l'occasion des élections, le président Bani, M. Kakabé, le ministre Essi Amara, vous voyez bien que cette catégorie de personnes ne rejoint pas la posture que j'ai actuellement. Donc, le président Gbagbo, aujourd'hui, reçoit certaines personnes qui sont dans des positions bien précises, qui n'ont rien à voir avec la mienne, et qui ne sont pas pourtant des amis du président Gbagbo, qui ont été même de farouches adversaires du président Gbagbo. Donc ça veut dire que s'il ne me reçoit pas, c'est parce qu'il considère que je ne suis pas un adversaire, je suis un responsable sérieux, rigoureux, et qu'il pourrait prendre le temps de recevoir le moment venu. Il sait que je sais ce qu'il pense, que je sais ce qu'il y a à faire, et que certainement la voie dans laquelle je suis engagé est celle qu'il aurait prise s'il était dehors et s'il avait la responsabilité que j'assume à l'heure actuelle. M. Afin-Guessan, évidemment, vous dites des choses assez intéressantes, mais on est encore mal à l'aise de savoir que malgré la polémique, vous n'avez peut-être pas, vous-même, vous l'avez dit, vous n'êtes pas encore allé à la CPI, d'émissaire qui ira rendre visite à M. Laurent Gbagbo pour taire cette polémique, effacer définitivement ce débat d'incompréhension, ce dialogue de sourds, parce que l'opinion, les Ivoiriens veulent... Il a fait des polémiques ou d'émissaires. Oui, mais... La situation de la Côte d'Ivoire ne se trouve pas à La Haye. Non. Aujourd'hui, c'est le président Gbagbo qui a besoin de la Côte d'Ivoire et des Ivoiriens, qui a besoin du Front populaire ivoirien. C'est le président Gbagbo, parce que ce que les gens ne comprennent pas, et surtout ceux qui... Le président, je crois, le premier ministre Bani et M. Kakabé en ont fait l'expérience. Les gens croient que la solution à leurs problèmes se trouve à la CPI, à La Haye. Mais les solutions aux problèmes de la Côte d'Ivoire se trouvent en Côte d'Ivoire. Et les solutions aux problèmes du président Gbagbo se trouvent en Côte d'Ivoire. C'est le président Gbagbo qui a besoin de la Côte d'Ivoire et des Ivoiriens, qui a besoin du Front populaire ivoirien. Donc, je ne comprends pas. S'il y a une visite à faire au président Laurent Gbagbo, c'est par compassion, par solidarité, pour lui manifester notre fraternité. Mais même à l'occasion d'une visite, ce qu'il va dire à ses visiteurs et ce qu'il attend de ses visiteurs, c'est que ceux-là lui disent comment il compte faire pour l'aider à sortir de prison. Alors qu'il y en a qui vont à la CPI pour vous demander au président comment il compte faire pour les aider ici en Côte d'Ivoire à s'en sortir. Quelqu'un qui est en prison, c'est lui qui a besoin de nous. C'est lui qui a besoin de nous. C'est lui qui peut appeler au secours. Or, les gens appellent Gbagbo au secours. Lui qui est en prison. Après tout ce qu'il a fait. Donc, moi, je ne comprends pas. On est dans deux logiques totalement différentes. Ceux qui croient que la solution à leurs problèmes personnels, à leurs ambitions politiques, à leur avenir politique se trouve à la CPI. Et ceux qui pensent qu'au contraire, la solution à la libération du président Gbagbo se trouve en Côte d'Ivoire,
et qu'il faut agir, qu'il faut mener une politique intelligente pour l'aider, d'abord pour aider sa famille politique à revenir au pouvoir, et une fois au pouvoir, utiliser le pouvoir pour libérer tous ceux qui sont en prison, pour normaliser la vie politique, réconcilier les Ivoiriens et engager la diplomatie appropriée pour que le président Gbagbo retrouve la liberté. Monsieur le Président, quand on vous écoute, on a l'impression que vous êtes dans le vrai et que l'autre partie, ce que vous appelez la fronde, est dans le faux, alors qu'on sait que la fracture au niveau de votre parti est très, très grande. Vous avez voulu faire le congrès, on a dit que Gbagbo Laurent était candidat, vous avez attaqué les actes qui ont été produits comme étant des actes provenant de Gbagbo Laurent, devant la justice, vous avez tout annulé. Aujourd'hui, le congrès n'a pas eu lieu. C'est pour quand le congrès du FPI? Le congrès du FPI aura lieu le mois venu, quand les conditions seront réunies pour que nous allions au congrès. Pour l'heure, notre principale préoccupation, c'est les élections législatives. Il faut que nous les préparions avec minutie, de manière à revenir de façon, je dirais, convenable, de façon fracassante, si on peut parler ainsi, sur l'échiquier politique national. Pour nous, l'élection présidentielle passe avant le Congrès. Nous avons besoin de moyens, nous avons besoin de nous centrer sur les élections. C'est pourquoi nous avons, malgré la décision qui vient d'être rendue et qui dit que nous pouvons aller enfin au Congrès, nous entendons d'abord faire les élections législatives et puis peut-être fin de cette année ou début 2017, nous irons au Congrès. Qu'est-ce que vous fait dire que votre posture est celle que souhaite le président Laurent Gbagbo? Mais la question n'est pas de savoir si c'est celle que souhaite le président Laurent Gbagbo ou pas. Est-ce que c'est la plus objective, la plus pertinente pour aider le président Gbagbo et pour aider la Côte d'Ivoire? Voilà en quoi consiste la question. Mais le problème de fond au niveau du FPI, c'est lequel au juste? La posture que vous exprimez, on la comprend, mais les autres, qu'est-ce qu'ils veulent? Pourquoi vous ne pouvez pas vous entendre? Je pense que vous pouvez leur poser la question. En tout cas, c'est la réalité, c'est qu'il y a des gens qui veulent s'engager, qui sont dans une posture, comme on l'a dit, Gbagbo ou rien, c'est-à-dire une posture qui ignore la réalité, qui n'a pas d'ambition pour le pays, mais qui pense qu'il faut s'accrocher à l'image et au charisme du président Gbagbo et que cela suffit. Donc Gbagbo ou rien. Et en face de cela, nous leur disons non. Il faut que nous nous inscrivions dans une logique de Gbagbo et nous. Se battre pour la libération de Gbagbo n'est pas incompatible avec s'engager dans la politique nationale pour aider le pays à avancer, pour aider le pays à retrouver la paix, pour aider le pays à se construire, pour restaurer la démocratie. Ce sont deux choses qui ne sont pas incompatibles. En tout cas, lorsque vous êtes revenu de Bouna, vous sembliez avoir la même posture que vos camarades. Vous avez parlé des assemblées généraux, des états généraux de la République, etc. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, vous avez changé. C'est carrément un virement à 180 degrés. Qu'est-ce qui explique cela? Je n'ai pas renoncé aux états généraux de la République. Je n'ai pas reçu la réponse que j'attendais du gouvernement, mais la pertinence des états généraux de la République reste d'actualité. Et le débat que nous allons avoir à l'occasion de la révision ou de la réforme de la Constitution, ce débat-là va montrer qu'il faut que les Ivoiriens s'asseyent tous, toutes tendances politiques confondues, toute entité confondue, qu'il s'agit des jeunes, des femmes, des partis politiques, des confessions religieuses, des paysans, des citadins, des étudiants, de l'administration. Il faut que tout le monde se retrouve autour d'une table pour définir ensemble ce nouveau contrat social qui va fonder la paix et la stabilité du pays. On va parler maintenant de ce nouveau contrat social, mais avant, c'est vrai qu'aujourd'hui tout le monde parle évidemment des visites à La Haye pour aller voir Gbagbo, tout le monde veut profiter de ce charisme, vous le disiez tantôt, mais quelle est votre dernière visite à Mme Laurent Gbagbo? Est-ce que vous lui avez déjà rendu visite sur place? Vous savez où elle est? Je ne sais pas pourquoi vous vous focalisez sur ces visites. Je vous demande si est-ce que vous lui avez rendu visite? Elle est en Côte d'Ivoire. Elle est en Côte d'Ivoire, mais les visites ne sont pas... On ne va pas dans une prison comme dans un magasin. C'est organisé. À la Maca, il est plus facile d'y aller. Elle n'est pas à la Maca, justement. Voilà. Vous avez de ses nouvelles? Vous avez souvent de ses nouvelles? On a de ses nouvelles, mais on n'a pas la possibilité de lui rendre visite. Parce que ces visites-là sont filtrées. D'aucuns s'inquiètent de vous avoir pas vu, justement, récemment, quand elle comparaissait devant la justice ivoirienne. Parce qu'elle n'était pas censée être là ce jour, qui était l'ouverture de la session. Et c'est le 31 mai que, logiquement, elle devrait comparaître. Et donc, c'est dire donc, que la solidarité vis-à-vis... Vous êtes quand même président de parti en Côte d'Ivoire. C'est une information qui ne doit pas vous échapper, de savoir que elle serait là le jour de la comparution.
Je pense même que c'est au dernier moment que cela s'est décidé. Lorsqu'on voit le retard que cela a eu sur le démarrage de la cérémonie, qui était prévu pour 10 heures et qui a démarré à 12 heures. Donc c'est dire que c'est une décision de dernière minute. Quel est votre commentaire sur cette question d'actualité, notamment condamné déjà pour 20 ans et aujourd'hui pour crime contre l'humanité? Mais mon opinion est connue. Je considère, tout le monde le dit, que la justice actuelle n'est pas une justice qui va favoriser la réconciliation. Parce que c'est une justice à sens unique. C'est la justice des vainqueurs. Et on ne voit comparaître, après cette grave crise, que les personnalités d'un seul camp. Et ce n'est pas avec cela que nous allons réconcilier les Ivoiriens. Je considère même que tout ce qui est fait à l'heure actuelle contribue à annihiler tous les efforts que nous faisons dans la voie de la réconciliation. Parce que cela contribue à remuer le couteau dans la plaie. Justement, quel effort vous faites exactement? Parce qu'on a l'impression que vous faites un combat silencieux, vous êtes le seul à savoir exactement le sens de ce combat. Aujourd'hui, si le pays a la paix et la stabilité, si l'ONU a décidé dernièrement de lever l'embargo sur les armes et de lever les sanctions qui frappent un certain nombre de personnalités ivoiriennes et de programmer même son départ pour juin 2017, c'est principalement lié à l'action que je mène avec le Front populaire ivoirien sur le l'échiquier national. Ce sont les retombées immédiates de cette action. Parce que l'opposition aujourd'hui n'est pas perçue comme un danger pour la stabilité du pays. L'opposition est perçue comme une organisation responsable qui rassure l'opinion nationale et internationale. Vous voulez dire Affi N'Guessan n'est pas considéré ou l'opposition? L'opposition, c'est l'opposition prise globalement, parce que nous sommes la principale force de l'opposition. Et rien en Côte d'Ivoire en ce qui concerne l'opposition ne peut se décider sans nous. C'est nous qui pouvons, je dirais, mettre la situation politique en danger. Monsieur Affi N'Guessan, vous êtes un peu le mal-aimé de l'opposition, notamment chez vos frères de l'opposition, un peu le mal-aimé de l'opposition. Et on va parler de ce nouvel engagement de l'État de Côte d'Ivoire qui vient un peu corroborer ce que peut-être beaucoup pensent en sourdine. Vous êtes un peu le chouchou du gouvernement. D'ailleurs, il vous a choisi dans le combat contre la frange dissidente conduite par monsieur Aboudraman Sangaré. Et maintenant, on va parler de cette inédite fonction dans l'histoire du pays, la fonction du statut de chef de l'opposition. Alors, je vais vous demander comme ça, parce que vous avez fait un commentaire lorsque l'annonce a été faite, que c'était une bonne chose qu'il y ait un statut pour l'opposition en Côte d'Ivoire. Alors, nous, dans le principe, on pensait que c'était le parti de l'opposition qui aurait eu la majorité de députés, dont le président serait le chef de l'opposition. Mais dans le projet de loi dont on a parlé, directement on dit que c'est le numéro 2, le deuxième arrivé au présidentiel qui est le chef de l'opposition. Est-ce que ce n'est pas trop facile pour vous? C'est pas facile d'être numéro 2 après l'élection présidentielle. C'est pas du tout facile. Je pense même que c'est plus compliqué que d'être élu député, parce que la circonscription législative est assez limitée. Donc c'est un critère qui a été choisi. Et dans un système dans lequel le président de la République occupe une place particulière. Donc, je le respecte. On aurait pu faire autrement. Mais le gouvernement ivoirien a choisi cette voie. Nous en prenons acte. Monsieur Affi, vous semblez plus ou moins... on dirait que... Enfin, vous contentez de ce que le gouvernement fait. Un chef de file de l'opposition, quand vous étiez au pouvoir, évidemment, il devait être représentatif du deuxième parti le plus fort à l'Assemblée nationale. Maintenant, aujourd'hui, vous dites que le président... Nous serons le deuxième parti à l'Assemblée nationale après les élections législatives. Tout le monde sait, c'est une réalité, c'est un fait, que sur l'échiquier national, il y a 3 grands partis politiques, le RDR, le PDCI, le FPI. Si les deux sont ensemble au sein du RHDP, le seul parti qui reste comme principale force de l'opposition, c'est le FPI. C'est une réalité. Et la loi ne fait qu'entériner, prendre acte de cette réalité. Donc demain, à l'occasion des élections législatives, vous allez voir que si le RHDP reste intact, si les deux partis restent ensemble, l'opposition sera incarnée à l'Assemblée nationale par le Front populaire. Comment comptez-vous y arriver? Puisque au niveau du FPI, vous avez décidé d'aller aux législatives et les frondeurs également ont décidé d'aller aux législatives. Vous allez vous partager on ne parlera peut-être pas des frondeurs. Je veux dire, on va essayer d'éviter maintenant. L'intendant Sangaré. L'intendant Sangaré, on ne va pas leur faire autant de publicité sur ce plateau. Mais avant, évidemment, que vous ne parliez stratégie. Pour vous,
le chef de l'opposition, ce statut, qu'est-ce qu'il doit comporter, ce statut de chef de l'opposition? On a parlé de chef de l'opposition avec rang de ministre d'État ou président d'institution. Oui, la loi comporte 3 grands titres. Un premier titre consacré aux droits de l'opposition, un deuxième titre consacré aux obligations de l'opposition et un titre consacré au chef de file de l'opposition. Parce qu'une institution doit être incarnée par une personnalité. C'est pourquoi il faut un chef de file. Ce qui est nouveau, c'est que cette loi consacre l'existence, l'institutionnalisation de l'opposition. L'opposition n'est plus une simple organisation informelle, elle bénéficie d'un statut. Et le chef de cette institution a un rang dans le protocole d'État. Le gouvernement avait souhaité que ce soit le rang de ministre d'État. Nous avons estimé que la Côte d'Ivoire ne pouvait pas faire moins que les autres pays de la sous-région où existe ce système de statut de l'opposition. Je prends par exemple le Togo ou le Niger, d'autres pays, où le chef de file de l'opposition a rang de chef d'institution, de président d'institution. Donc nous avons proposé que la Côte d'Ivoire se mette au même niveau, harmonise avec les autres pays, de manière à ce qu'il n'y ait pas de confusion, parce que certains pensent, comme il est dit que le chef de file de l'opposition a rang de ministre d'État, certains même font le raccourci pour dire qu'il est ministre d'État. Et en quelque sorte qu'il appartient au gouvernement. Mais cela relève de l'ignorance politique. Et donc, il faut lever tout équivoque sur la question. Ça vous arrangerait personnellement d'être chef de file de l'opposition? Financièrement, est-ce que ça vous arrangerait? Le FPI a été financièrement foudroyé, on le sait, par la crise. Est-ce qu'aujourd'hui, ça remplirait les caisses du FPI d'être président chef de file de l'opposition? On se bat pour prendre le pouvoir. Mais ça vous arrangerait d'être chef de file de l'opposition? Mais je ne sais même pas ce qu'il y a. Financièrement, ça vous arrangerait? C'est le plus important. Ce qui est important, c'est d'abord les droits et les obligations de l'opposition. Parce que pour la première fois, il est écrit clairement des dispositions juridiques qui protègent l'opposition et qui protègent les militants de l'opposition, qui leur donnent des droits à l'information et des droits d'être informés. Sans vouloir monopoliser la parole, puisque les autres journalistes vont parler, quand vous dites à la face de la nation, devant les Ivoiriens, vous qui avez été Premier ministre de ce pays, vous qui avez gouverné presque avec M. Laurent Gbagbo ce pays, dites pour la première fois, les opposants ont des droits, l'opposition a des droits. Vous nous étonnez, M. Afin-N'Guessan. Quand vous étiez Premier ministre, les opposants n'avaient-ils pas de droits? L'opposition était-elle brimée? Le RDR recevait beaucoup plus d'argent, même en n'étant pas parti siégeant à l'Assemblée nationale, recevait évidemment des sommes du parti au pouvoir. Bien sûr, mais il n'y avait pas un statut de l'opposition. Oui, mais quand vous dites... il y a eu une avancée, mais il y a un approfondissement dans, je dirais, la formulation... Alors, essayez de nous expliquer 2 époques. À votre époque, qu'est-ce qui était? Et aujourd'hui, qu'est-ce qui a véritablement changé et qui vous donne le sourire quand vous parlez évidemment de la méthode Ouattara sur la gestion de l'opposition? Je n'ai pas parlé de la méthode Ouattara. Oui, mais c'est la méthode du gouvernement. Non, il ne faut pas Parlons de la méthode du gouvernement. Il ne faut pas faire de confusion. Oui. Il y a un acte que le gouvernement a pris, une décision que le gouvernement a prise de doter l'opposition d'un statut. Et je sais que cette décision ne relève même pas de la souveraineté du gouvernement. Il y a une communauté internationale qui, après les événements de 2011, veut contribuer à stabiliser le pays et à relancer la démocratie. Et donc, il y a un certain nombre de mesures qui relèvent justement de cet engagement de la communauté internationale en faveur de la paix, de la stabilité et de la démocratie. M. Afin-N'Guessan, vous ne répondez pas à ma question. Je vous ai demandé, M. Afin-N'Guessan, qu'est-ce que vous faisiez avant et puis qu'est-ce qui a changé? Parce que vous dites beaucoup de choses en même temps. Oui, mais les Ivoiriens veulent savoir, au temps de M. Laurent Gbagbo, vous étiez Premier ministre, quel était le traitement réservé à l'opposition? Laissez-moi parler. Non, mais si vous ne me laissez pas parler, on est pratiquement à la fin de la première partie de cette émission. Non, mais parce qu'à notre époque, il y a eu des changements importants dans la culture, dans l'attitude vis-à-vis de l'opposition, mais aussi dans des mesures concrètes, notamment ces mesures concrètes. La loi sur le financement des partis politiques. C'est une loi qui relève de l'ère du président Laurent Gbagbo. Mais ça, c'est le passé. Tout le monde le sait aujourd'hui, que les partis politiques sont financés. Mais le pays avance. Il faut consolider, il faut enrichir. Et le gouvernement actuel a pris la décision de doter l'opposition d'un statut. C'est une chose qu'il faut apprécier. On ne peut pas négliger cela. On ne peut pas faire comme si, parce que c'est un gouvernement qu'on combat,
que ce n'est pas une avancée, c'est une avancée qu'il faut saluer. Et donc, c'est ce que j'ai dit, c'est une avancée. Et j'avais dit dans une interview que, initialement, personnellement, je n'étais même pas enchanté par la question du statut. Parce que pour moi, cela devait aller de soi. Mais tout compte fait, étant donné que cela permet à l'opposition de pouvoir s'appuyer sur des dispositions juridiques pour revendiquer, je considère que c'est une bonne chose. Parce que le jeu politique a besoin d'être discipliné. Les acteurs politiques ont besoin de savoir que s'ils posent tel et tel acte, ils sont en infraction vis-à-vis de la loi. L'administration a besoin de savoir que l'opposition est une institution qui mérite donc d'être respectée. Cela va avoir un impact sur le comportement de l'administration. Cela va avoir un impact sur le comportement même des citoyens ivoiriens. Quand ils vont savoir que l'opposition n'est plus ostracisée, qu'elle n'est plus, je dirais, considérée comme des pestiférés, cela va changer les choses. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont peur de participer, de s'afficher avec l'opposition. On va marquer une pause. On va revenir là-dessus. M. Affi-N'Guessan nous donne l'impression, évidemment, que le statut de l'opposition va changer radicalement les attitudes du pouvoir vis-à-vis de l'opposition. Parce que le pouvoir en Afrique, on le sait, à tout moment, peut changer les dispositions ou son comportement, ou même ne pas suivre les dispositions que lui-même aura engagées. On marque une pause et on revient dans un instant, évidemment, pour parler de statut, de révision, de réforme, notamment de la Constitution ivoirienne. A tout de suite. Vox Africa et Combinations vous présentent l'offre vedette. Bonjour, c'est Gangdo du cabinet de recrutement Combinations. Et j'ai le plaisir de vous présenter votre nouveau programme, l'offre vedette. Tous les jours, vous découvrirez les meilleures opportunités d'emploi en Afrique. Combinations et Vox Africa ont associé leur expertise du recrutement et des médias pour vous proposer le Vox Africa Job Board. C'est le site internet où vous pourrez découvrir toutes nos offres d'emploi. Et je vous retrouve très bientôt pour vous présenter nos offres les plus attractives, nos offres vedettes. Retour dans la deuxième et dernière partie de cette émission. L'invité, M. Affi-N'Guessan, nous parlons des questions d'actualité. Maintenant, nous allons parler d'un élément majeur qui occupe la une de tous les journaux, notamment la révision de la Constitution ivoirienne. Vous le savez, depuis sa réélection à la tête de la Côte d'Ivoire, M. Alassane Ouattara tient à changer la Constitution parce qu'on le sait, elle a été l'objet de tellement d'interprétations et de divisions qu'on en est arrivé aujourd'hui à penser à sa révision ou à sa réforme. Alors, quel est votre avis justement sur l'intention de M. Alassane Ouattara de pouvoir reformer la Constitution ivoirienne? Je considère que c'est une bonne chose parce que nous-mêmes, nous pensons que la Constitution ivoirienne doit être révisée. Peut-être pas pour les mêmes raisons, mais en tout cas, nous avons des raisons objectives de considérer que cette Constitution doit être révisée. D'abord parce que les dispositions relatives aux libertés ont besoin d'être approfondies. Ensuite, la nature du régime a besoin d'être changée. Et nous sommes dans un régime présidentialiste où le président de la République a une position exorbitante dans le système politique. Il faut remédier à cela. Ensuite, l'appareil judiciaire doit être réformé. Le Conseil constitutionnel, la composition du Conseil, le mode de désignation du président, nous considérons que cela aussi doit être démocratisé. Tout comme le Conseil supérieur de la magistrature, qui doit être déconnecté de l'exécutif. Donc, pour toutes ces raisons, nous pensons qu'il faut réviser la Constitution. Mais nous attendons de voir le projet du gouvernement pour savoir si nous partageons la même lecture de la Constitution et si nous avons les mêmes préoccupations en termes de révision de cette Constitution. Monsieur Assali Teboko, justement sur la question de la Constitution. Quand on vous écoute, on a l'impression que vous marchez sur des œufs quand vous parlez du pouvoir. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que cette façon de faire contribue à décevoir les militants du FPI qui, sur le terrain, continuent de façon générale à ne pas approuver votre position? On a l'impression que face au pouvoir, vous perdez vos mots. Et tous les mots que vous sortez sont très gentils. Tout ce que je viens de dire, là, vous pensez que ce n'est pas assez éloquent? Non, mais parce que je crois que vous êtes dans le passé. Parce que vous avez une lecture, une approche, et je dirais même une perception du rapport entre l'opposition et le pouvoir qui n'est pas la mienne, qui relève du passé, où l'opposition doit être une force hargneuse, prête à en découdre, qui est tout le temps dans la rue, qui casse, qui incendie des pneus, qui met l'ordre public en danger. Moi, je n'ai pas cette façon de... Je pense que l'opposition, le jeu politique peut être civilisé.
peut-être apaisé et peut-être un débat d'idées. Et les débats d'idées, on n'a pas besoin de flammes, on n'a pas besoin de coups de fusil. Voilà. On a besoin seulement de dire ce que l'on veut. Et en matière de révision de la Constitution, voilà ce que je veux. Moi, le pouvoir n'est pas mon problème. Il est mon problème peut-être par rapport à sa politique. Mais mon problème, c'est les propositions alternatives que je fais au peuple de Côte d'Ivoire. De manière à ce que ce peuple ait confiance et que le jour où il sera appelé aux urnes, qu'il choisisse mon camp. Voilà ma démarche. Donc, pour cela, je n'ai pas besoin de prendre les armes contre le pouvoir. Jean-Claude Coulibaly. Oui, je voulais rebondir un peu sur les réformes constitutionnelles dont vous avez fait mention tout à l'heure. Vous avez parlé d'un certain nombre de changements qu'il faut faire au niveau de la Constitution. Et vous parlez plutôt de révision constitutionnelle. Est-ce que, avec tout ce grand chantier que vous venez d'énumérer tout à l'heure, il ne faut pas aller carrément à une nouvelle Si, c'est ce que nous avons dit à l'issue de notre séminaire, qu'étant donné l'ampleur des réformes à engager, il faut une nouvelle constitution. Voilà, il faut une nouvelle... Donc c'est la démarche qui va changer. Mais le contenu restera le même, à savoir qu'il ne faut pas changer, de se doter d'une nouvelle constitution ne veut pas dire jeter totalement à l'eau un certain nombre de dispositions qui sont pertinentes, qu'il faut conserver, mais qu'il faut enrichir. Donc on va réécrire la Constitution. Réécrire la Constitution en intégrant ce qu'il faut pour l'enrichir et pour le rendre... Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas un peu de regret par rapport à tout ce qui s'est passé en ce qui concerne la Constitution de 2000, où il y a eu des dispositions conflictuelles qui ont été sciemment introduites dans la loi fondamentale? Oh, je ne sais pas si elles ont été sciemment introduites. Mais puisque au forum, le président Laurent Gbagbo l'a bien dit, il a dit que l'article 35 a été fait en tout cas pour barrer la route à Ouattara. Mais le président Gbagbo n'était pas membre de la commission consultative, constitutionnelle et électorale. Alors, ceux qui ont conçu la Constitution sont les membres de cette Constitution. Et je ne crois pas jusqu'à ce jour qu'ils avaient l'intention d'utiliser la position pour éliminer un leader politique. Ça a été dit. Là, alors sur la question évidemment de la révision constitutionnelle, on le sait, dans ce pays, il y a quand même 2 articles majeurs qui ont été au centre des débats. Quel est votre avis là-dessus? Faut-il ou non réviser l'article 35? Il faut réviser l'article 35. Pour vous, l'article 35 serait quoi aujourd'hui? Oh, mais ce n'est pas ici que nous allons écrire l'article 35, il faut la réviser. Donc sur la question du et du ou, qui est quand même une question fondamentale. Assalé, vous avez peut-être envie de... Non, juste moi, on a quand même quelques échos de ce qui va se passer, notamment la suppression de l'âge limite. On en a parlé. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais nous ne sommes pas d'accord pour que l'âge limite soit supprimé. Nous ne sommes pas d'accord pour que des modifications soient apportées d'abord aux limitations d'âge et à la limitation du nombre de mandats. Ce sont des acquis importants de la Constitution de 2000. Nous tenons à ce que ces acquis soient préservés. Il y a donc dans la Constitution de 2000 des avancées. Mais une Constitution doit s'adapter à l'évolution du pays. Et donc aujourd'hui, après 16 ans de pratique de cette Constitution, après tous les événements que nous avons connus depuis 2002, il est bon d'adapter la Constitution ivoirienne à la situation actuelle et de prendre en compte de nouvelles problématiques qui se sont manifestées à travers cette période. Vous avez parlé de la démarche. Quelle sera pour vous la meilleure démarche? Est-ce que ce sera la démarche, c'est-à-dire la fois à l'empoigne que nous avons observé il y a 16 ans de cela, c'est-à-dire où on a parlé de la danse et où quelle sera la démarche pour vous pour que ça concerne à question directe, justement, pour rester dans le débat avec M. Jean-Claude Coulibaly, la question du et et du ou, qui est vraiment la grande question. Ce n'est pas la grande question. Peut-être une des grandes questions, mais tout le monde... Quel est votre avis là-dessus? Faut-il... Que garderez-vous au FPI? Ce problème-là a été déjà réglé. Ce problème a été réglé. Disons qu'il a été survolé. Depuis Marcoussi. Non, il a été survolé. Depuis Marcoussi, une formulation... Monsieur Afing-Guessan, cette question du et et du ou a été survolée. Vous êtes face aux Ivoiriens, ils veulent savoir, quel est votre avis? Si vous avez une réponse, vous la donnez. Non, quel est votre avis, justement? Mais si vous attendez ma réponse, laissez-moi parler. On vous écoute alors. La question, vous la posez, vous insistez. Non, nous insistons pour savoir quelle est la position. Comme si vous ne voulez pas me laisser répondre à la question. Monsieur Afing-Guessan, nous vous laissons répondre à la question. Posez la question et puis laissez-moi répondre. Quelle est justement la position du FPI sur cet article 35? Mais on l'a déjà formulé. L'article 35 doit changer. Et la formulation qui a été retenue à Marcoussi nous paraît être la mieux indiquée pour régir les conditions d'éligibilité à la présidence de la République. Et cette formulation, comme vous êtes très attaché à cette proposition et ou, cette formulation remplace le et par le ou. Ok, donc vous vous êtes attaché évidemment à la question du où, on l'a bien compris. Merci en tout cas pour cette réponse. Nous avons formulé cela comme une réforme
pour mettre fin à toute polémique. Mais sur la question ces questions-là. Voilà, on regardera la question. Quel va être le processus? Est-ce qu'on parle d'un couplage de législatives avec la révision constitutionnelle? Est-ce qu'il faut séparer les deux élections? Il faut d'abord séparer les deux choses. Mais ce n'est pas la question la plus importante en matière de réforme de la Constitution. La plus importante, c'est comment on y arrive. Est-ce qu'on engage une procédure consensuelle de manière à ce que la Constitution, avant même d'être soumise au peuple, ait reçu l'assentiment de ses représentants les plus significatifs, ou est-ce que nous allons à une bataille entre le projet du gouvernement et les contre-projets de l'opposition? Nous pensons que dans le contexte actuel, la réforme constitutionnelle doit être l'occasion d'un processus de réconciliation. C'est pourquoi nous avons pensé qu'il fallait que cette constitution ressorte des États généraux de la République, c'est-à-dire d'un forum qui engagerait toutes les entités que j'ai indiquées tout à l'heure, qui allait se pencher d'abord sur le diagnostic de la situation actuelle. Pourquoi le pays a basculé dans la violence? Quels sont les problèmes fondamentaux qui se posent? Et quelles sont les dispositions qu'il faut inscrire dans cette nouvelle constitution, de manière à ce que plus jamais nous vivions tout le drame que nous avons vécu par le passé. Voilà pour nous la démarche. Est-ce qu'on va pas, à vous entendre parler, est-ce qu'on ne va pas retourner en 2000, où on a assisté vraiment à un grand bazar, un grand folklore, où tout a été dit? Est-ce que votre démarche, la démarche que vous préconisez, les États généraux de la République, les États généraux de la République ne risquent pas vraiment de nous entraîner encore dans des extrêmes, certaines spirales? Il n'y a pas de extrême. Il ne faut pas avoir peur des débats. Je crois que le vrai problème ici, c'est que les gens ont peur de débattre des questions difficiles. Or, tant que nous ne ferons pas le débat sur des questions même sensibles, nous ne pourrons pas fonder la stabilité. Si nous avons peur et que nous évitons les problèmes, ces problèmes, nous allons les retrouver devant nous. Et donc, c'est pourquoi, pour nous, la sortie de crise exige un vrai débat sur la situation en Côte d'Ivoire. Mais justement, les expériences passées nous ont montré qu'il y a eu trop d'excès. Alors qu'aujourd'hui, il est question aujourd'hui de travailler d'abord en chose. Une équipe très restreinte travaille sur le texte. Il y a une consultation large à ce sujet-là. Et puis on essaie de soumettre, en tout cas cette nouvelle constitution, au peuple qui a le dernier mot. Voilà. Oui, mais est-ce que cette démarche vise la transparence dans les discussions ou vise à éviter un débat ouvert et franc? Tout dépend de ce que l'on veut. En ce qui nous concerne, nous pensons qu'il ne faut pas avoir peur des débats, qu'il faut mettre la question sur la place publique, inviter toutes les composantes, faire le débat de fond. Les débats, c'est mieux que les armes. Parce que quand vous évitez les débats, que vous évitez certains acteurs politiques, vous les contournez, vous allez les retrouver là. Et nous n'allons pas fonder une constitution légitime. Voilà. Il ne faut pas imposer, il ne faut pas avoir peur, et parce qu'on a peur que certaines questions soient évoquées, on va le faire à un niveau restreint, et puis on va le soumettre, utiliser l'appareil de l'État pour l'imposer au peuple. Monsieur Afi N'Guessan, évidemment, quand on parle de la réforme de la Constitution, deux éminents constitutionnalistes que sont M. Vaudier et M. Bléou se sont prononcés sur la question qui va rédiger cette nouvelle constitution. Vous parlez d'engager le débat. Visiblement, le gouvernement de Côte d'Ivoire ne semble pas écouter votre projet des États généraux de la République, qui semble mis aux oubliettes, même si vous continuez encore à en parler. Qui doit écrire cette nouvelle constitution ? Comment va-t-on y arriver? Quelle est la méthode que vous préconisez? Puisque les individus ne sont plus crédibles, les institutions, vous le disiez sur ce plateau il y a un peu plus d'un an de cela, que les institutions ne sont pas crédibles, les hommes aussi. Qui va rédiger cette constitution? Quelle est la méthode à employer? Comment vous pouvez... Il y a tellement de suspicions, dans ce pays. Et les Ivoiriens veulent savoir quelle est votre méthode ou quelle est la méthode que vous avez préconisé pour le chef de l'État. Je l'ai indiqué. C'est le chef de l'État qui a pris l'initiative. Et c'est tout à fait logique et fondé, légitime. Mais cette initiative, même si le projet est élaboré, un avant-projet est élaboré par une équipe technique, il faut ensuite que ce projet soit soumis à tout le peuple avant que nous n'arrivions.
je dirais, à la phase du référendum. Que dans le cadre des États généraux de la République, parce que c'est ça notre démarche, que dans le cadre des États généraux de la République, le débat soit organisé sur ce document qui pourrait être... Non, mais M. Afinguessan, l'État de Côte d'Ivoire ne veut pas organiser vos États généraux de la République, mais veut faire sa réforme constitutionnelle. Mais en ce moment, allez-y lui poser la question, comment il compte faire, et en ce qui nous concerne, nous allons apprécier sa démarche et nous nous prononcerons. Si nous considérons que cette démarche ne va pas permettre d'aboutir à une constitution consensuelle et de prendre en compte les vrais problèmes du pays. Vous allez militer pour un non au changement du référendum? Tout est possible. Le non est possible, comme le oui. Tout dépend de la démarche que le gouvernement va emprunter et du contenu de la Constitution. Si c'est une démarche qui rejoint notre assentiment, nous allons, disons, la soutenir. Mais si c'est une façon de nous imposer une Constitution, concoctée dans un cercle restreint, pour régler des problèmes internes à la coalition au pouvoir, nous dirons non. Donc ce que j'ai dit, c'est ce que nous considérons comme étant la démarche juste pour l'instant, dans l'intérêt du pays. Pour l'instant, vous observez. Nous observons et nous nous préparons, puisque nous avons fait un séminaire sur la réforme constitutionnelle. On a l'impression que vous voulez un référendum avant le référendum. Vous avez dit tout à l'heure, le référendum, c'est oui ou non? Est-ce que ce référendum avant le référendum ne parlera pas des États généraux, c'est ça? Non, les États généraux ne sont pas un référendum, mais un forum de discussion. Un forum pour prendre en compte les préoccupations de toutes les entités, de manière à ce que cette Constitution reflète l'intérêt, le sentiment général, l'intérêt général, prenne en compte les préoccupations de toutes les composantes de la nation. C'est ce que Par exemple, la chefferie traditionnelle. Est-ce qu'elle a besoin de figurer dans la Constitution actuelle? Nous savons que le gouvernement actuel vient de prendre une loi pour régir. Est-ce qu'il faut constitutionnaliser? Est-ce qu'il faut constitutionnaliser la régionalisation? Est-ce qu'il faut que par la Constitution, on donne des compétences aux régions et des moyens suffisants en ressources humaines et au niveau financier? Donc il y a un certain nombre de choses. Est-ce que la nature du régime doit être débattue dans un grand forum ou au contraire, on doit... En tout cas, pour l'instant, la position... Monsieur Afinguessan, vous allez répondre à la question. Pourquoi on aille très vite? Le FPI de 1990 est-il celui de 2016? On a l'impression aujourd'hui que vous êtes devenu politiquement correct. Pas du tout. Si le FPI de 2016 était le FPI de 90, mais ce serait un drame. Comment un parti politique, après plus de 20 ans, soit resté le même? Non. Le FPI de 2000 ne peut pas être le FPI de 90 parce que la Côte d'Ivoire de 2016 n'est pas la Côte d'Ivoire de 90. En 90, il n'y avait pas de rébellion armée. Et en 90, il n'y avait pas autant d'affrontements intercommunautaires. En 90, il n'y avait pas autant de crises sociales. Donc, le parti d'aujourd'hui, en 90, on n'avait pas 24 millions d'habitants. Voilà. Donc, le FPI d'aujourd'hui doit être en phase avec la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui. Il doit être impliqué dans la lutte pour résoudre les problèmes auxquels le pays est confronté à l'heure actuelle. Le problème de djihadisme, de terrorisme, on ne connaissait pas ça. Les affrontements, on ne les connaissait pas. La crise économique, l'insécurité, les microbes, les dozos, ça n'existait pas en 90. Donc voilà les défis actuels. Et il faut que le FPI soit en mesure, à travers son engagement, de contribuer à aider la Côte d'Ivoire à résoudre tous ces problèmes. Et c'est pourquoi nous disons, dans la posture que nous avons, Gbagbo et nous là, c'est ces problèmes-là. Gbagbo, c'est la CPI. Mais nous, c'est des problèmes d'emploi, d'insécurité, les problèmes économiques, les problèmes de chômage. En tout cas, votre discours a bien changé. On va savoir si, évidemment, vous allez dépasser votre petit exploit de la présidentielle. Ce 9% va-t-il se refléter, se consolider? Peut-être pas au même, pas peut-être 9%, mais votre place de deuxième parti. On va parler maintenant des législatives. Oui, j'allais poser la question de savoir est-ce que le FPI dirigé par Afinguessan a-t-il les hommes pour aller aux législatives? Et bien sûr. Nous avons les hommes, ils sont là.
même si certains d'entre eux sont en prison, d'autres en exil, mais le potentiel que nous avons à l'heure actuelle sur l'échiquier national nous permet d'aller aux élections. Le pays aujourd'hui a des hommes pour cadrer tout le pays en matière d'élections législatives. Tout le pays. Actuellement, nous organisons les conférences fédérales et nous allons visiter tout le pays. C'est vrai que le vrai problème du FPI aujourd'hui, ce n'est pas seulement le problème des hommes, c'est le problème de l'ambiance, le problème du traumatisme que les Ivoiriens ont vécu, que les sympathisants et adhérents du FPI ont vécu, et traumatisme qui les amène à avoir une attitude de repli sur eux-mêmes, et qu'on a observé à l'occasion des élections présidentielles. Donc le vrai problème, ce n'est pas une question d'appareil politique, mais c'est une question d'environnement qui n'est pas encore stabilisé, où les gens n'ont pas encore repris confiance en eux, où il y a encore beaucoup de traumatisme, beaucoup de frustration, où certaines familles sont confrontées à la misère, leurs parents sont en exil, ils meurent en masse ici, ou alors leurs parents sont traînés devant les tribunaux. Cela constitue des préoccupations qui ont impact leur engagement politique. Et c'est ça la faiblesse du FPI. La faiblesse du FPI n'est pas seulement liée parce qu'il y a une élite qui dit qu'elle n'est pas d'accord avec la ligne du parti. La faiblesse du FPI aujourd'hui et que nous essayons de relever, c'est comment le potentiel humain dont nous disposons sur le terrain et qui constitue la majorité affective, comment nous faisons pour que cette majorité se réveille. Vous êtes contre ou bien vous êtes d'accord avec le découpage électoral? Pensez que c'est nécessaire qu'on fasse nous avons déjà fait une proposition pour le redécoupage parce que nous ne sommes pas d'accord avec le découpage de 2011. Et nous avons proposé des ajustements de manière à ce qu'il y ait un équilibre et que les Ivoiriens soient représentés équitablement à l'Assemblée nationale. Oui, j'ai posé cette question avant. J'ai dit, actuellement, vous dites que vous allez aux élections législatives. Et vos camarades d'en face disent également qu'ils vont à ces élections. Est-ce que le FPI risque de ne pas se battre contre le FPI? Mais on risque plutôt de se retrouver ensemble pour aller aux élections. Parce qu'en 2015, ils étaient contre les élections. En 2016, ils rejoignent notre position. J'espère que nous rejoindrons physiquement pour aller aux élections. Alors justement, ça nous donne l'occasion de parler du dernier thème de cette émission, la question de l'unité et de la réconciliation au sein du FPI. Parce que notamment, beaucoup vous voient proche du pouvoir, peut-être parce qu'ils comprennent mal votre démarche par rapport au pouvoir. Et vous voient très loin de vos camarades d'hier. Hein, vous semblez vous déchirer, mais je pense que c'est une question qui est au centre quotidien des débats. Quelle est la méthode pour aller à cette réconciliation? C'est vrai que vous fustigez le camp Ouattara. Je vais acheter dessus. Est-ce que vous pensez que vos camarades qui sont en face de vous, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ont une conception passéiste de l'opposition? Est-ce que c'est ce que vous croyez fondamentalement? Je ne peux pas me mettre à leur place pour donner les raisons. Ce que j'observe, c'est qu'il y a un camp qui ne veut pas sortir des affrontements de 2010-2011. Et un camp qui veut qu'on sorte des affrontements et qu'on compétisse, qu'on mène la lutte politique dans un cadre démocratique et apaisé. Alors, certains pensent que être dans le jeu politique, c'est faire le jeu du pouvoir. Non, c'est dans le jeu politique qu'il y a pouvoir et opposition. C'est dans le jeu politique qu'il y a pouvoir et opposition. Donc, une opposition qui est dans le jeu politique ne fait pas l'affaire du pouvoir, mais elle se bat dans un cadre bien délimité, qui est un cadre républicain, un cadre apaisé, un cadre civilisé. Et puis, il y a ceux qui ne veulent même pas rentrer dans le jeu politique. Qui veulent rester dehors et mener la bataille contre le pouvoir du dehors du jeu politique. Et c'est dans ce cadre-là que nous ne voulons pas rentrer. Monsieur Afinguessan, sur cette question, vous êtes longuement exprimé. La question essentielle, et tous les Ivoiriens, qu'ils soient FPI ou pas, les Ivoiriens veulent savoir quelle est votre méthode pour amener les autres à la maison, tous ces enfants prodigues qui ont quitté la maison. Quelle est votre méthode? Ma méthode, qu'est-ce que vous faites en sourdine? Au-delà, évidemment, du fait que, chacun reste figé sur cette position. Ma méthode, c'est l'action politique. Il n'y a pas d'autre méthode que d'expliquer ma position aux uns et aux autres. Et de gagner des points. Est-ce qu'il y a des intermédiations qui sont faites entre... Il y a des intermédiations, mais au-delà des intermédiations, ce qui est fondamental, c'est que la position que vous défendez soit comprise, soit argumentée et qu'elle soit convaincante. Parce qu'il ne faut pas que les gens viennent simplement de façon sentimentale. Si nous devons nous engager dans une voie, il faut que tout le monde soit persuadé que c'est la voie la moins mauvaise, pour ne pas dire la voie la plus pertinente.
Et donc, c'est ce qu'il faut faire. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, ce serait dramatique que l'opposition s'engage d'une voie par émotion, par sentimentalisme, sans être convaincu que c'est la voie la plus l'évolution des choses, est-ce que vous n'êtes pas en train de prêcher dans un désert? Non, puisque chaque jour, nous voyons bien que ceux qui rejoignent la légalité sont de plus en plus nombreux. Mais quand les autres manifestent, quand ils font des meetings, automatiquement, vous criez au scandale, vous saisissez la justice. S'ils utilisent des fonctions qu'ils n'ont pas à l'intérieur du parti. Sinon, chaque Ivoirien est libre d'organiser des manifestations. Oui. Mais vous, M. Assalé, vous ne pouvez pas organiser une manifestation, vous prévaloir du titre de président du FPI. Non. En ce moment, je vais évidemment réagir. Et c'est ce qui se passe au niveau de certains camarades qui utilisent des fonctions qu'ils n'ont pas. Donc, que nous considérons donc comme des abus, comme une utilisation frauduleuse, et puisqu'ils parlent au nom du parti, en certaines qualités qu'ils n'ont pas à l'intérieur. Est-ce que le fait de recourir systématiquement à la justice n'est pas perçu comme le signe d'une certaine faiblesse? Non, je ne vois pas pourquoi. Si nous sommes des citoyens responsables, si nous avons des contentieux, au lieu d'aller régler cela à coup de poing, il vaut mieux s'adresser à la justice. Si vous avez un problème, il y a deux possibilités. Ou bien vous allez vous faire justice, ou bien vous recourez à la justice. Recourir à la justice, c'est s'inscrire dans la voie d'un règlement pacifique, républicain du contentieux qui vous oppose. Monsieur Afing-Guessan, on va terminer évidemment ce dernier tour de table, évidemment. Vous évoquiez, depuis le début de cette émission, vous évoquez le fait des états généraux de la République. C'est ça. Beaucoup ont l'impression que vous avez pratiquement la même méthode que Ouattara, parce que tout le monde accuse Ouattara de ne pas pouvoir réussir la réconciliation nationale. On vous taxe aussi de ne pas pouvoir retrouver la réconciliation au sein du FPI. Est-ce qu'il ne serait pas temps aujourd'hui de faire les états généraux du FPI, au lieu de faire les états généraux du pays? Mais les états généraux du FPI, ce sera le Congrès. Voilà. Malheureusement, comme on dit, on ne reste pas dans les manières pour enlever les manières. Donc il faut d'abord apaiser, il faut d'abord régler. Et le Congrès devait se tenir en décembre 2014, lorsque les camarades ont sorti un problème qui nous a amenés, je dirais, devant les tribunaux. Aujourd'hui, vous n'êtes pas prêt, au-delà même du Congrès, de faire, avant le Congrès dont vous parlez, de faire une rencontre. Au moins, vous avez dit que les gens ont peur dans ce pays de parler des vrais problèmes, de s'affronter pour en parler. Vous êtes prêt aujourd'hui à... Nous sommes prêts. Nous sommes un parti de dialogue, est-ce que vous avez tenté, débat. Parce que ce que les gens veulent savoir, entre vous et Lel Sangaré, on parle de Lel Sangaré parce que vous êtes du même parti et on va terminer là-dessus. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas réellement? On se dit, bientôt vous allez tous aller aux élections. Qu'est-ce qu'il faut faire, M. Afing-Guessan? Au-delà, évidemment, de votre posture de politicien correct que vous affichez plus en plus, il y a quand même une question essentielle. Tout le monde souhaiterait voir dans ce pays la maison construite par Laurent Gbagbo être reconstruite par les enfants. Moi, je considère que je suis dans la logique de reconstruction du FPI. Est-ce qu'on va reconstruire le FPI avec tous les anciens? C'est ça qui est la question. Mais vous êtes un ancien aussi, donc vous devrez partir. C'est pourquoi je dis, est-ce que c'est tous les anciens? Moi, je suis un ancien qui est dans la logique de la reconstruction. Parce que aujourd'hui, grâce à l'action que je mène depuis ma sortie de prison en 2013, le FPI se positionne progressivement sur l'échiquier national. Le FPI est en train de retrouver ses bases. Il y a des choses que nous ne pouvions pas faire en 2012-2013, que nous faisons aujourd'hui. Il y a une présence qui n'était pas la nôtre en 2012-2013, qui est la nôtre aujourd'hui. Nous reprenons progressivement notre place sur l'échiquier. Donc nous sommes en train de reconstruire. Est-ce que tout le monde sera dedans? C'est la question. Mais dans tous les cas, moi je reconstruis en recrutant, en étendant les bases du parti. De manière à ce qu'il soit plus fort. Quitte à faire fi des autres, c'est ça en fait. Si certains considèrent qu'ils ne sont plus aptes à suivre, on ne va pas forcément aller La dernière question à Salé Timoko. Vous pouvez poser la question que vous souhaitez poser, qui n'est pas forcément en rapport avec... Les gens disent que vous avez une peur bleue du Congrès, que si ce Congrès s'organise, ce sera votre départ du FPI. Qu'est-ce que vous en pensez? On dit que vous faites... Il y a une fuite en avant constante. Que chaque fois qu'on en parle... Il y avait un congrès en 2014. J'étais candidat et j'attendais les autres candidats. Je n'ai pas vu d'autres candidats. Vous vous êtes opposé à tous ceux qui voulaient se présenter. On dit que Gbagbo est candidat, vous dites non. Gbagbo n'est pas candidat. Gbagbo n'est pas candidat, la justice l'a dit. Gbagbo, jusqu'à présent,
en aucune manière, que ce soit de façon verbale ou de façon écrite, n'a jamais dit qu'il était candidat à la présidence du FPI. S'il l'était, on l'aurait entendu de sa bouche ou de la voix de ses... Mais ils ont des documents notariés, non? Des documents notariés. C'était des faux. C'était des faux. Fabriqués par vos camarades. Et nous avons fait la démonstration. Est-ce que depuis que la justice a rendu la décision, l'avocat, vous avez entendu l'avocat du président Gbagbo dire que le président Gbagbo... Si le président Gbagbo est candidat, vous verrez. Mais si on était à la fin de cette émission, quand on dit que c'était du faux, tu as été démontré. Est-ce que ce n'est pas très grave pour l'image de votre parti que des membres du parti, des gens qui gouvernent le pays, fassent du faux? Justement, ce ne sont pas des membres du parti. Voilà. Aujourd'hui, si vous regardez ceux qui sont les vrais animateurs de la fronde, ce sont tous ceux qui ne sont pas FPI, mais qui se sont retrouvés autour du président Gbagbo une fois que le FPI est parvenu au pouvoir. Un commentaire avant que sur le propos de Sam l'Africain, quand il dit que le président Gbagbo avait voulu mettre fin à la crise et que des gens l'ont empêché, est-ce que vous confirmez ça? Moi, je ne peux pas... Il était prêt à céder qu'on l'a pris en otage. C'est un langage que Sam l'Africain... Puisque vous-même vous l'avez dit... Moi, je connais un certain nombre de choses, ce n'est pas le lieu de les dire. Puisque vous-même vous avez dit que le président Abdourahmane Sangaré est en partie responsable, en tout cas, de la radicalisation du président Laurent Gbagbo. Bien sûr, je sais, puisque nous avons eu des débats, je sais qu'il est à la base d'une partie des problèmes que nous connaissons à l'heure actuelle. Alors, on va terminer avec peut-être votre mot de fin, qui ne va pas forcément être le mot de fin de tout. Oui, ce n'est pas la fin du tout, mais dire que nous sommes engagés dans une lutte pour la survie du parti et pour construire une capacité à revenir au pouvoir en 2020. C'est cela. C'est vrai qu'il y a un certain nombre de dissensions liées à l'appréciation de cette posture, mais ce que je note, c'est que chaque jour, ceux qui comprennent la pertinence de cette posture sont de plus en plus nombreux et qu'avec tout cela, nous allons faire un très bon résultat aux législatives de manière à nous propulser en vue de la reconquête du pouvoir en 2020. Monsieur Affi N'Guessan serait-il le digne fils de Laurent Gbagbo qui disait, on le sait, pendant la période de crise, asseyons-nous et discutons, la pilule est amère, avalons-la, et nous l'avons quand même avalée. Ces attitudes ne semblent pas plaire et souvent même déplaisent à bon nombre de nos concitoyens, mais il n'en demeure pas moins que les temps changent, la politique aussi et les attitudes aussi. Monsieur Affi N'Guessan, merci d'avoir été notre invité pour ce débat, notamment pour comprendre les enjeux sur la révision constitutionnelle, la tactique du FPI pour gagner les législatives. Ils étaient des nôtres aussi. Monsieur Assalé Tiemoko, merci d'avoir animé le débat. Et puis le Tony Truant, Jean-Claude Koulibaly, qui a voulu nous faire rester dans un FPI de 1990. Ah, ça fait des années, ça. Merci encore d'être resté en notre compagnie. Portez-vous et à très bientôt pour un autre numéro du Grand Talk, l'émission qui n'a pas peur des mots.